Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis à l'ambassade, je reçois un appel de l'OTAN qui me dit « Pars maintenant ». À ce moment-là, tout s'enchaîne. C'est l'enfer à l'aéroport, les attentats sont très fréquents. Le monde était terrorisé. Et nous avons toujours 300 personnes bloquées à l'ambassade de France. Je ne sais pas comment on va faire pour sortir tout le monde. C'est un documentaire en forme de compte à rebours qui nous mène jusqu'à ce mois d'août 2021 quand Kaboul tombe aux mains des talibans. Un compte à rebours qui retrace en détail les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul à travers les yeux d'un homme. Cet homme, c'est vous, David Martinon. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour, merci de votre invitation. Vous êtes actuellement ambassadeur de France en Afrique du Sud. Vous avez été ambassadeur de France en Afghanistan de septembre 2018 à mai 2023. Et vous avez organisé l'exfiltration de nombreux Français mais aussi de nombreux Afghans de Kaboul. Des moments que vous avez filmés, vous, ainsi que le réalisateur et producteur du film, Jérôme Pierdet, et la journaliste indépendante Sonia Ghezali. Vous en avez tiré un film, Kaboul Chaos, adapté de votre livre, Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul aux éditions de l'Observatoire. Alors nous allons revenir sur ces 15 jours qui ont fait basculer Kaboul et sur cette fuite de la capitale afghane. Mais d'abord, je voudrais vous demander comment est-ce qu'on devient ambassadeur de France à Kaboul, dans un pays réputé être le plus dangereux du monde ? Il faut le vouloir, il faut être volontaire, on ne vous envoie pas à Kaboul contre votre gré. Et pour ma part, j'étais volontaire, parce que c'est un pays qui m'a toujours intéressé, toujours fasciné depuis au fond de l'adolescence et la lecture des Cavaliers de Kessel, et où j'ai eu l'occasion de repartir pour des missions. La première en 2002, vraiment après l'installation de la République islamique d'Afghanistan. Et j'y suis retourné plusieurs fois en tant que conseiller diplomatique du ministre de l'Intérieur, puisque se posaient déjà des sujets d'immigration. Ministre de l'Intérieur afghan. Français. Non, français. Parce que se posaient déjà des questions liées à l'immigration, liées au terrorisme et au trafic de stupéfiants. Donc autant de raisons pour moi d'y aller. Et quand le poste a été ouvert, j'y ai trouvé un intérêt évident. Ça m'intéressait vraiment. C'était une situation qui m'intéressait. Vous évoquez ce livre, Les Cavaliers de Joseph Kessel, dans le film. Vous expliquez qu'il y a une confrérie des diplomates qui ont lu ce livre et qui développent, à partir de cette lecture, un amour particulier pour l'Afghanistan. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui donne envie de connaître ce pays ? L'écriture de Kessel est incroyable, d'un lyrisme incroyable, peut-être complètement daté, mais qui avait fait sur le jeune adolescent que j'étais un effet très important. Mais ce que ça révèle surtout, c'est que au-delà des diplomates français et des diplomates britanniques qui ont lu Kim ou L'homme qui voulut être roi de Kipling, il y a un lien extrêmement fort et extrêmement mystérieux entre les Français et l'Afghanistan. Et d'autant plus surprenant que, en réalité, nous n'avons rien en commun. C'est pas la même culture, nous sommes très éloignés les uns des autres, la géographie est telle qu'il n'y a aucune raison qu'on soit vraiment en relation, et pourtant, vous constaterez que depuis plus d'un siècle, et exactement un siècle en réalité, le moment où la France a ouvert une légation, c'est-à-dire une ambassade à Kaboul, il y a eu des liens extrêmement forts dans toutes les générations de Français. Très peu de points communs entre Français et Afghans, et pourtant, vous le dites, vous, en arrivant dans ce pays-là, vous avez la volonté de mettre cette jeune république sur la voie du développement et de la démocratie. C'est vraiment une volonté forte que vous avez en arrivant là-bas, de les aider à atteindre un optimum de gouvernement et d'amélioration de la qualité de vie. Oui, c'est la mission qui m'est assignée, mais par ailleurs, nous rêvons tous, toute la communauté internationale présente à Kaboul, de faire échapper l'Afghanistan à ce cycle constant de guerre civile et de moments de très grandes avancées sociales depuis 1923, le roi Amanullah qui interdit les châtiments corporels, notamment contre les épouses, contre les femmes, qui donne accès à l'éducation à tout le monde, aux petits garçons comme aux petites filles, et en même temps des moments de retour en arrière terribles comme au moment de la saison 1 des talibans, c'est-à-dire en 96. Et donc c'est ce que nous essayons de faire. Au-delà de notre travail diplomatique et de développement, nous sommes présents en raison des attentats du 11 septembre, dont ils découvrent très vite que leur organisateur, Oussama Ben Laden, est en Afghanistan, qu'il est accueilli et protégé par les talibans, et il est évident pour tout le monde que cette affaire ne se réglera pas par une commission rogatoire internationale adressée par le District Attorney de New York au régime des talibans pour obtenir l'extradition d'Oussama Ben Laden.
Un chiffre est donné dans le documentaire en écho à ce que vous venez de dire. En 18 ans, 1500 milliards de dollars d'aide internationale ont été débloqués pour reconstruire la paix, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché avec ces sommes incroyables ? C'est la question qu'on se pose tous, parce que en réalité, ça n'a pas marché en Afghanistan. On n'est pas vraiment sûr que le même genre d'effort marche ailleurs dans le monde. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu un élan de très grande générosité. L'Ouest a voulu reconstruire le pays, construire des institutions démocratiques, et que pour asseoir ces institutions, il fallait les protéger. Sauf qu'il n'y avait pas de force militaire régulière, il n'y avait pas de police, et qu'il fallait donc former une armée et une police. Et donc pour ça, il fallait être présent militairement. Sauf que ce que l'on a vu en Afghanistan, c'est exactement ce que l'on a vu après, dans d'autres pays, et notamment au Sahel, à savoir que la seule présence d'une force étrangère provoque la sécrétion d'anticorps dans la société afghane. Et c'est ce qu'on a vu également au Sahel, alors même que, comme le président de la République l'a rappelé lors de son discours devant les ambassadeurs, ce sont les autorités sahéliennes, des gouvernements du Sahel, qui ont appelé la France à la rescousse. Et au fond, nous étions animés des meilleures intentions, mais c'est comme si on peut pas faire le bonheur d'un peuple contre sa volonté. Et au fond, politiquement, économiquement, si la gouvernance s'améliore, si des ponts sont jetés, on peut avoir des espoirs. Mais politiquement, c'est comme si il était clair que c'était au peuple afghan de prendre son destin en main. Alors, il y a la mission de l'ambassadeur, il y a aussi son quotidien. On voit que le quotidien d'un ambassadeur dans un des pays les plus dangereux du monde n'est pas de tout repos. Dès que vous arrivez, vous, l'ambassade de France à Kaboul, vous faites en sorte que tout le monde soit préparé en cas d'attaque. Parce que des attaques, il y en a quasiment tous les jours, des attentats, il y en a très régulièrement. Donc vous dites, tout le personnel doit être formé, et on voit des scènes où vous-même vous entraînez à sortir de voitures qui pourraient être piégées par des mines. Apparemment, c'est le mode d'action le plus courant là-bas. Comment on vit ce quotidien-là? Quand on a été consul de Los Angeles avant, c'est deux univers très différents. Parce que vous passez de la Californie à Kaboul. Comment on le vit personnellement, cette vie dans le danger permanent? Alors d'abord, il faut l'accepter, et il faut l'accepter avant de partir. Et moi, je l'avais accepté, j'avais fait des missions assez périlleuses avant, j'étais allé au Kurdistan irakien en pleine guerre, j'avais d'ailleurs déjà été protégé par le RAID à l'époque, j'étais allé dans des pays un peu à risque, et donc j'avais accepté cette dimension. Et en fait, quand on arrive à Kaboul, on comprend assez vite que donc le danger est constant, que ça peut arriver à n'importe quel moment, le matin, le jour, le soir, la nuit. En fait, il faut accepter de se dire qu'on peut mourir dans son sommeil, parce que si une roquette vous tombe dessus, c'est pour vous. Donc je voulais absolument que l'équipe ne soit pas trop tranquille. Je voulais que chacun ait conscience qu'il fallait être en éveil. En fait, j'ai voulu qu'on s'exerce, qu'on s'entraîne, d'abord parce que c'est bon pour la cohésion, ensuite parce que ça aguerrit, et enfin parce que le moment où une attaque terroriste survient, il y a toujours un effet de sidération. Et plus vous vous entraînez, plus vous répétez, plus ce temps de sidération se réduit, et plus vous savez assez vite quoi faire. Et en l'occurrence, vous avez mentionné les mines magnétiques contre les voitures. Même quand on est dans une voiture blindée, une mine magnétique contre une portière vous tue si vous restez à l'intérieur. Donc il fallait s'entraîner à reconnaître le bruit de la mine que l'on cloque contre la portière. Il fallait être en forme parce qu'une portière de voiture blindée, c'est 80 kilos. Et surtout, on avait 7 secondes pour s'éloigner le plus possible de la voiture. Mais c'était vrai aussi, en effet, des situations où nos cortèges auraient pu être pris sous la mitraille, où effectivement, on a beaucoup répété avec mes escortes successives du RAID, les sorties de bâtiments dans le cas où, par exemple, je serais allé voir un ministre et une attaque complexe se serait déclenchée à ce moment-là sur l'emprise, et donc il fallait que je puisse sortir. Il faut répéter d'autres gestes, il faut répéter les gestes de premier soin, mais de ce premier soin en temps de guerre, c'est-à-dire si vous êtes blasté, si vous êtes victime d'une explosion, si une de vos artères est touchée, vous avez 40 secondes. Donc il est très important de savoir comment mettre un garrot, son garrot, parce qu'on avait toujours un garrot avec nous, à son binôme, ou voire se le mettre à soi-même. Si on est touché au bras, il faut se débrouiller avec un seul bras pour mettre le garrot. On a même fait du tir, parce que moi j'avais en permanence un officier de sécurité qu'on appelle l'épaule. On l'appelle comme ça parce qu'il est toujours à 1 mètre derrière votre épaule. Et au fond, le contrat, c'est que c'est lui qui doit prendre la balle à votre place. Bon. Dans des circonstances où il serait dans l'incapacité de faire feu, au minimum, il aurait fallu que je puisse prendre son arme de poing et que j'essaie de nous protéger.
Donc c'était important. Et puis, globalement, je voulais que tout le monde ait conscience que le climat était celui-ci, c'est-à-dire en effet le pays le plus dangereux au monde dans ces années-là. 50% des victimes du terrorisme dans le monde étaient afghanes. Les talibans étaient le groupe terroriste le plus sanglant au monde, si on repère par rapport aux attaques les plus sanglantes perpétrées dans ces années-là. L'État islamique au Khorasan, c'est-à-dire la branche afghane de Daesh qui a perpétré l'attentat de Moscou il y a quelques mois, étant le deuxième ou le troisième. Mais donc, je voulais qu'il y ait cette forme d'intranquillité. Ces talibans dont vous parlez, ils prennent Kaboul le 15 août 2021. En fait, en 2021, les Américains se retirent d'Afghanistan. C'est le résultat d'un long processus promis par Barack Obama, puis scellé par l'accord de Doha en février 2020. Cet accord prévoit le retrait de toutes les troupes américaines et de l'OTAN d'Afghanistan, en échange d'un engagement des talibans à assurer la paix et à entamer des pourparlers avec le gouvernement afghan d'alors. Dans le documentaire, vous dites que c'est ni un bon accord, ni un accord de paix. Pourquoi vous pensez ça de cet accord de Doha ? Je le comprends très vite parce que, comme la France a un très bon service de renseignement, la DGSE, et j'avais une grosse équipe à Kaboul, la plus grosse équipe au monde d'ailleurs, se procure la trame de l'accord de Doha à peu près 6 mois avant sa signature. Et donc, effectivement, je vois que ça n'est pas un accord de paix parce qu'il n'y a pas de garantie de paix. C'est surtout un accord pour permettre la sortie des troupes étrangères et des troupes de l'OTAN et donc des troupes américaines en sécurité. Vous savez, on a l'habitude de dire que l'Afghanistan est un pays facile à envahir, difficile à contrôler et dangereux à quitter. C'est le cimetière des empires, l'Afghanistan. Ça a été le cimetière de l'Empire britannique, le cimetière de l'Empire soviétique, et d'une certaine manière, oui, il y a eu un échec de l'OTAN. Ce que je vois dans cet accord, c'est que les dispositions qui s'imposent aux talibans sont vagues et non datées et non vérifiables, alors que les engagements que prend la communauté internationale à leur égard sont précis, vérifiables et avec des dates limites. Et avec une clause de réversibilité une clause de conditionnalité, qui est tellement large, tellement vague qu'elle semble vraiment écrite pour ne pas être enclenchée, pour ne pas être utilisée. Et donc, je comprends que vous avez cité le président Obama, qui en effet s'était fait élire sur la promesse de mettre un terme aux guerres sans fin d'Amérique. Vous n'avez pas cité le président Trump, qui s'est fait élire sur la même promesse et qui donne instruction aux négociateurs de keep out the boys, bring back the boys, sortir les troupes. Et donc, je ne sais pas quelle était sa position de départ. Probablement qu'il a dû mentionner le fait que l'OTAN et l'Amérique étaient attachés au maintien des institutions démocratiques afghanes. Ça, c'est peut-être le début de la négociation. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas la fin. Et que cet ambassadeur, ce négociateur, cache ses cartes tout au long du processus. Il nous les cache, notamment. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'a qu'une seule priorité, c'est de sortir les troupes. Et c'est la raison pour laquelle la sortie est si chaotique, parce que quand le président Biden arrive, il a les mêmes convictions. Le président Biden est convaincu depuis 2006, 2009, moment où il fait des voyages en Afghanistan, que les Américains n'ont rien à y faire. Donc il souhaite aussi le retrait des troupes, mais quand il arrive le 20 janvier 2021, il n'a plus que quelques semaines pour soit remonter en effectif, soit continuer le processus de sortie. Et il n'obtient en réalité des talibans qu'un délai de 3 mois, au-delà du terme qui est précisé dans l'accord de Doha. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, la partie diplomatique américaine, contrairement à la partie militaire, envisage mal que les choses peuvent se précipiter à ce point et que la sortie de Kaboul puisse être aussi chaotique qu'elle l'a été. Alors chaotique, elle l'est. Le 15 août 2021, donc les talibans entrent dans la ville, c'est la panique. Vous êtes rapidement exfiltré hors de la zone verte. La zone verte, c'est cette zone contrôlée par l'OTAN où se trouve le palais présidentiel et l'ambassade de France qui est attenante au palais présidentiel. Vous êtes évacué vers l'aéroport, si je ne me trompe pas. Il reste du personnel à l'ambassade et surtout beaucoup d'Afghans, de Franco-Afghans se rendent dans l'ambassade française en espérant être réfugiés. Et là se pose une question, est-ce qu'on fait rentrer ces gens dans l'ambassade ou est-ce qu'on les laisse à la porte ? D'un côté, il y a les équipes de sécurité qui sont plutôt réticentes de crainte qu'un terroriste ou une terroriste se cache dans cette population-là. Et vous prenez finalement la décision de les laisser rentrer. Qu'est-ce qui se joue en vous à ce moment-là, quand cette décision doit être prise entre la garantie de la sécurité de l'ambassade française et le secours à vos frères franco-afghans et afghans qui sont menacés par les talibans? Qu'est-ce qui se joue en vous pour prendre cette décision? Alors, je reprends un tout petit peu la chronologie, si ça vous va, parce que, en fait,
Le 15 août au matin, nous nous réveillons à 6h du matin, nous apprenons la chute de Jalalabad, la grande ville de l'Est, qui était pour nous le dernier jalon avant l'évacuation. Dès que Jalalabad tombait, nous devions partir. Donc je donne l'ordre d'évacuation, j'avais donné instruction à tout le monde de se préparer la veille au soir, et on lance les opérations. Et pour ma part, on atteint vite un point de non-retour, c'est-à-dire on détruit les archives, on casse le matériel de transmission, de télécommunication, et donc assez rapidement, je suis plus en capacité de diriger la cellule de crise dans l'ambassade. Oui, il faut effacer, en fait, vous effacez toutes les informations qui pourraient porter préjudice aux personnes qui vous ont aidé sur le terrain. Donc vous effacez toutes les communications secrètes, tous les dossiers. Les dernières archives papier qui nous permettaient de travailler jusqu'au dernier moment, on a fait tout le reste, mais les derniers papiers qui étaient sur nos bureaux, tout ça brûle. Il faut pas laisser de formulaire, par exemple de demande de visa, parce que dans une demande de visa, vous avez les noms, les coordonnées, les téléphones et l'intention de partir. Donc, ce sont presque des dossiers à charge pour les talibans s'ils tombent dessus. Et puis, en effet, on casse le matériel informatique à la masse et à la perceuse, parce que c'est du matériel évidemment très sensible. L'essentiel des armes et des munitions excédentaires, on s'en est déjà occupé. Donc mon chef de la sécurité, à mesure qu'on envoie vers l'aéroport, d'abord le premier c'est le délégué de l'Union européenne, l'ambassadeur européen à qui je passe mon escorte, et en fait la ville est dans un tel chaos que l'escorte n'arrive pas à passer, n'arrive pas à revenir. Et donc on se rend compte que la voie routière que nous avions privilégiée est fermée. On réussit à faire partir les Gourkhas, ces soldats d'élite indiens et népalais qui protégeaient l'emprise pour le compte de l'ambassade de France. Et donc, assez vite, on comprend qu'il n'y a plus que l'hélicoptère. Et donc, on donne rendez-vous aux Français, etc., aux internationaux, on les évacue vers la drop zone, l'héliport, qui se trouve à 500 mètres de là, dans l'ancienne base de l'OTAN. Et puis, vers à la mi-journée, mon chef de la sécurité me demande de partir, parce qu'en fait, je mobilise un certain nombre de policiers autour de moi. La sécurité est déjà extrêmement allégée à ce moment-là, alors que le risque augmente. Donc je vais dans l'ancienne base de l'OTAN, j'y installe ma cellule de crise, et puis finalement, vers 18h, les Américains me disent « It's now or never », il faut partir maintenant. Et donc on décolle avec mon équipe diplomatique exactement à 18h46, donc c'est horodaté parce que j'ai posté l'image après, pour informer tout le monde de l'endroit où j'étais, parce qu'ils ne savaient pas, parce que j'avais plus de communication à ce moment-là. Oui, juste, je me permets de vous expliquer, parce que vous faites un tweet à ce moment-là, quand vous quittez la zone verte pour aller à l'aéroport de Kaboul, vous montez dans un hélicoptère, et on vous voit en photo en disant que vous quittez la zone verte. Beaucoup se sont peut-être interrogés sur ce tweet, et vous expliquez que c'est pour prévenir à la fois les Américains, la France, et puis aussi vos proches, que vous quittiez cette zone-là et que vous étiez, sinon en sécurité, en tout cas hors de cette zone-là, pour qu'on puisse vous localiser. C'est pas du tout un effet de communication égotique, mais c'est justement un moyen de donner l'information à vos alliés et à votre pays. Exactement, c'est le moyen le plus rapide et le plus sûr, parce que c'est une preuve. C'est une preuve, on me voit monter dans l'hélicoptère. Et je l'envoie, en fait, on peut pas nous poser à l'aéroport, qui est en état de siège, c'est le moment où la foule envahit les pistes, où les gens s'accrochent au train d'atterrissage, etc. Et donc, une opération militaire est en cours, qui est très difficile, et on nous pose en fait à la base de la CIA. Et c'est là où je retrouve de la connexion, et je peux faire passer ce message. Et à ce moment-là, en effet, j'appelle mon chef de la sécurité, Martin, qui est un officier du RAID, et pour faire le point de situation. Et donc c'est là où je comprends que la noria d'hélicoptères suivante, qui devait les embarquer eux, a dû renoncer parce que entre-temps les talibans sont entrés dans la zone verte. Vraiment quelques minutes après que nous ayons décollé, les hélicoptères se font tirer dessus par les talibans. Et donc c'est fini. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on sait qu'il n'y a plus de mouvement possible. Et il me dit que les talibans passent devant l'ambassade, puisqu'ils vont mettre à sac le palais présidentiel qui est à 200 mètres, et que ils passent vraiment à quelques centimètres de la foule qui est massée devant le portail. Il me dit il va y avoir des morts parce que ils tirent, ils jettent des grenades et il y a une foule de plusieurs centaines de personnes. Et donc effectivement, je lui dis d'ouvrir la porte. Pourquoi je prends cette décision ? D'abord, c'est une décision que je prends en 1 ou 2 secondes. Et en fait, c'est ce que m'a expliqué après une philosophe. Elle m'a dit que c'était l'expression d'une éthique de la sincérité. C'est-à-dire ces décisions qui ne peuvent être que des décisions imparfaites. C'est une décision absolument imparfaite entre 2 mauvaises options. Mais on la prend quand on est en connexion avec ses valeurs. Ce sont des décisions de valeurs. Et en l'occurrence, quand je donne cette instruction à Martin, j'entends qu'il ne l'approuve pas, parce qu'elle pose un problème de sécurité, mais il l'accepte. Il ne l'approuve pas, mais il l'accepte parce que, d'abord, il respecte l'autorité et on a une relation de très grande confiance.
Pourquoi je la prends ? Tout simplement parce que je peux juste pas m'imaginer vivre après en ayant en tête que des hommes, des femmes, des enfants, des bébés auraient pu mourir écrasés contre le portail blindé fermé de l'ambassade de France. Mais ce faisant, je sais au moment où je donne l'instruction que je nous crée un problème, parce que je crée un point de fixation à l'arrière, et qu'à ce moment-là, je n'ai absolument aucune idée de la manière dont on va pouvoir les sortir. Et justement, la manière dont on va pouvoir évacuer ces personnes-là, c'est tout le récit du film qui suit. On découvre un personnage qui s'appelle Wally, un franco-afghan qui était en vacances à Kaboul avec sa famille pour montrer son pays d'origine à ses enfants, qui se retrouve pris dans la chute de Kaboul, qui va participer à justement l'évacuation, qui devait avoir lieu d'abord avec des hélicoptères américains, mais qui est rendu impossible par les tirs des talibans et qui se fera finalement en bus blindé. Donc tout ça est raconté. Vous arrivez au total à évacuer près de 2800 civils d'Afghanistan. Vous partez le 26 août après l'attentat qui a eu lieu contre l'aéroport international de Kaboul. C'est trop. Vous partez, vous n'êtes plus en sécurité, donc vous devez quitter l'Afghanistan. Il y a encore beaucoup d'Afghans qui restent là-bas. Comment on se sent quand on laisse ces gens dans ce pays ? Alors, vous n'êtes pas tenu de sauver tout le monde, mais on voit par exemple certains témoins du film qui racontent une certaine culpabilité à quitter le pays. Comment vous êtes senti, vous, dans l'avion de retour vers Paris ? Très sincèrement, quand on monte dans l'avion, on est le 27 août, donc c'est après l'attentat qui fait 200 morts et qui aurait pu mettre au tapis une partie de l'équipe, parce qu'il a eu lieu exactement à l'endroit où l'équipe allait chercher les Afghans. C'est d'abord du soulagement. On n'est pas triste, on n'est pas joyeux, on est soulagé, parce qu'en fait, depuis le 15 août au matin jusqu'au 27 août, c'est comme s'il n'y avait eu qu'une seule journée. Et donc tout le monde est épuisé, et même les plus aguerris, même les athlètes des forces spéciales ou du raid, où tout le monde est épuisé. Et surtout, on a l'impression d'avoir fait tout ce qu'on pouvait. Jusque dans les dernières heures avant l'attentat, on a tenté une dernière opération en faisant venir des civils afghans par des bus. L'opération est interrompue précisément par l'attentat, parce que les talibans rejettent tout le monde, parce que l'attentat a lieu à peut-être 200-300 mètres de là. En fait, surtout, je pense qu'on se rend compte de notre chance, parce que à ce moment-là, ça veut dire que tout le monde rentre à la maison et qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts, et donc on est au fond reconnaissant. Après, ça nous empêche pas, dans les semaines qui suivent, de continuer. On a pu faire quelques vols spéciaux avec l'aide des Qatariens, et avec ces quelques vols spéciaux, au fond, on arrive à évacuer à peu près tous ceux qu'on avait en tête. Vous avez des contacts avec des gens qui sont encore là-bas, à Kaboul, en Afghanistan, qui vous donnent des nouvelles du pays ? J'ai eu, il y a quelques jours au téléphone, l'ancien président Karzai, avec qui je suis resté très proche, le docteur Abdullah, qui était l'ancien chef du gouvernement. Ils me donnent des nouvelles, ils sont... Qu'est-ce qu'ils vous disent de la situation là-bas ? Qu'elle est terrible, et c'est sans surprise, parce que toutes les informations qui nous viennent de Kaboul sont quand même extrêmement mauvaises. Wally explique à un moment donné qu'il a il entame une négociation avec un taliban en expliquant que les talibans, ils auraient une mauvaise image s'il y avait trop de morts lors de cette évacuation. Et c'est vrai qu'on a eu l'espoir, quand les talibans reviennent à Kaboul, d'avoir des néo-talibans qui seraient moins rigides, moins difficiles que ceux qu'il y avait dans les années 2000, comme ça se passe en Syrie avec les nouveaux islamistes au pouvoir. On s'est dit, voilà, c'est une nouvelle génération qui sera moins dure. Ce n'est pas le cas. Je n'y ai jamais cru, et je m'étais déjà opposé à mes collègues à Kaboul avant, qui voulaient effectivement croire au concept de talibans modérés. Moi, je n'y ai jamais cru. Pour moi, c'est un oxymore. Ça n'existe pas. Et de fait, ils ont fait leur opération de relations publiques pendant quelques jours, et très vite, les filles n'ont plus le droit d'aller à l'école, et la répression des femmes n'a cessé de s'accentuer jusqu'à atteindre aujourd'hui un point, mais d'une absurdité, d'une brutalité qu'on n'a jamais vu ailleurs. C'est-à-dire que les femmes n'ont plus le droit d'exister dans l'espace public. Même quand elles sont chez elles, elles n'ont pas le droit d'être dans des pièces qui comportent des fenêtres sur l'extérieur. Elles n'ont pas le droit de porter de talons, parce que le bruit des talons sur le sol est un appel aux jeunes hommes. Enfin, c'est à ce niveau de folie. Et surtout, le plus grave, mais c'est presque le plus grave pour le peuple afghan en général, et donc même pour eux, c'est qu'ils ont interdit l'accès aux études médicales aux femmes. Donc elles ne peuvent plus devenir médecins, sages-femmes, même infirmières. Or, selon la charia, telle qu'interprétée par les talibans, seules des femmes peuvent soigner des femmes. C'est-à-dire que l'impact sur la santé des femmes et leur mortalité est sans limite. La mortalité maternelle est en accroissement d'une façon considérable ces dernières années. Donc, non, malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Kaboul Chaos est à retrouver le 31 janvier à 21h sur Canal+ Doc.
Je rappelle aussi votre livre, Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci monsieur. Merci à vous. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Direction et production éditoriale Christophe Caron. Prise de son, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Présentation Christophe Caron.